Moi, j'ai la réponse. Le tennis est-il un vrai sport ? Moi, je pense que non. Mais peut-être que... Si vous croyez que tout ça ne va pas finir avec des acteurs adultes dans la rue qui se font des proto-kamehameha dans la gueule... Donc il nous faudrait un truc comme ça. T'as bien fait de préciser parce que CBO, c'est aussi le nom d'un sandwich. Absolument. Bonjour à toutes et bonjour à tous, détectives privés et super-héros, oui, mais avec Nicolas Cage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi, c'est Romain, et à mes côtés, comme chaque semaine, Gauthier Jorgensen, notre détective des plateformes. Oui, mais quel détective ? Ce que vous ne savez pas, c'est que la nuit dernière encore, il déambulait dans les rues de la capitale sous son fedora élimé. Il arpentait le pavé dans son grand imperméable beige, témoin mutique d'une jeunesse en partie envolée. Sous une pluie battante, il se rappelait que Natacha, regard évanescent dans lequel il puisait son réconfort... Ce soir encore, il brave les éléments, il écrase sa cigarette, putain de semaine. Quand Don Loretti l'avait chargé de retrouver la fille de Madame Calloway, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Putain de semaine. Sans trop y réfléchir, c'est pas l'avait mené jusqu'à ce studio. Une lumière blafarde et 2-3 gueules cassées. Dans ce quartier où s'enjaille la pire canaille des faubourgs. Il était obligé de jouer la bienséance pour obtenir des renseignements. Alors qu'il s'asseyait nonchalamment, il lança. Salut les origineux, je suis très content d'être là, bravo. Bravo. Désolé, je n'avais plus d'air à la fin. C'était très très bien. Et c'est tout petit, d'habitude je zoome dans mon truc. Voilà, non, beaucoup mieux. J'ai une petite théorie pour vous, une petite théorie du complot à moi. Je pense que, au fait, je pense qu'on est tous morts et que comme on a travaillé chez Webedia, ce qui t'arrive quand tu meurs et que tu as travaillé chez Webedia, c'est que ton esprit va dans une petite pièce en dessous de Bastille, dans un sous-sol, et t'es condamné à parler de pop culture éternellement. C'est peut-être ça, il faudrait qu'on vérifie quand même. Et alors tu nous dis ça, Gauthier, parce qu'on est aussi avec Johan Sardet ? Absolument. Moi, j'ai pas d'intro. Moi, je suis la secrétaire qui se fait buter, là. Promis, on te fait une intro la prochaine fois. Bonjour. Journaliste de cinéma et des séries indépendants, qu'on peut notamment lire chez Just Watch France, et aussi il avait un imperméable. Et attends, le mec il reprend. Bonjour à tous. Et notre invité du jour, Corentin Palancini, Corentin Coco pour les intimes. Corentin, on me dit dans l'oreillette que tu viens d'Allociné et que là-bas on t'appelle The Undertaker. C'est vrai. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr, je tue les gens. Non, pas du tout. En fait, c'est parce que j'ai initié la rubrique nécrologique sur Allociné et que donc je fais partie, comme beaucoup de médias font, ils préparent un peu quand les gens vont mourir, des articles un peu tout près, c'est super glauque, pour gagner en réactivité et parce que les médias sont une concurrence, n'est-ce pas ? Et donc voilà, je préparais les articles en me basant sur les bios, bien sûr, de toute l'équipe. Et voilà, je prépare ça. Corentin, donc tu es chef de rubrique chez Allociné, c'est ça ? Tout à fait. Quelle rubrique ? Infotainment, oh le vilain mot. Oh là là, c'est quoi ? Un mélange d'information et de divertissement. J'ai en charge un petit pôle qui s'occupe des films de patrimoine, un peu les classiques, justement, qui arrivent sur les plateformes, notamment, quand il y a Pulp Fiction qui arrive sur Netflix, on en parle parce que ça fait l'événement. Voilà. Merci. Yvonne, tu avais un... Non, je voulais juste dire, parce que c'est un running gag depuis que Corentin nous a rejoint en tant qu'Undertaker, Clint Eastwood, qui va fêter ses 96 ans au mois de juin et qui est toujours là, fringant, qui fait du ski, de l'alpinisme. Clint Eastwood, il sera là à ton enterrement, hein. il a noté la date. C'était la première nécro que j'ai faite en référence à ce clin d'œil de récurrent chez Allociné de comment va Clint Eastwood ? Eh bien, il est toujours là. Voilà. Un gros plan cette semaine sur Spider Noir, une série live-action Marvel, mais aussi un polar noir, un super-héros pulp. Voilà, Nicolas Cage revisite l'univers de Spider-Man dans une version sombre et rétro située dans le New York des années 30. Vous pourrez retrouver ensuite Gauthier pour sa chronique Les Pieds dans le plat. Et de quoi tu nous parles, Gauthier, aujourd'hui ? Ouais, je vais vous parler de chiffres. Alors ça, faites gaffe, ça a l'air hyper relou comme ça. Et en vrai, je vais vous parler de comment les chiffres prennent vie et font vivre une industrie, mettent les choses un petit peu en perspective, et pourquoi justement sur les plateformes on manque terriblement de chiffres. Moi j'en demande, donnez-nous des chiffres, peu importe sous quelle forme, je veux pas savoir si c'est les gens qui ont regardé 2 minutes ou 5 minutes ou tout le truc, etc. J'ai juste besoin de chiffres à analyser pour comprendre ce qui se passe sur les plateformes. Voilà. On fera ensuite évidemment l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Et Johan, cette semaine, c'est comment ? Il y a un avion avec John Travolta, il y a des soviétiques dans l'espace, et puis il y a un film mystère qui arrive sur Disney+. Et on terminera bien sûr avec l'interview Originals de notre invité en toute fin d'émission. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser.
quand ça arrivait sur Netflix. Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. Canal+, écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Et oui, ça vient de tomber. Et paf. Et Et voilà. on le savait. Juste Voilà. à côté de toi, Corentin. Ah, c'est là. Il sait Oui, pas, oui, il sait pas que c'est tombé. exactement. Ah oui, C'est tombé sur Netflix, figurez-vous, puisque l'actu, c'était évidemment le Festival de Cannes. Mais du côté d'Original, ça nous regarde pas trop. Puisque nous, on parle des exclusivités de plateforme. Théoriquement, mais ça va finir par nous concerner aussi, je pense. En tout cas, pour l'instant, la seule chose qu'on pourrait retenir pour Originals, c'était la montée des marches du casting de 10% le film. Oui. Et voilà, donc ça a eu lieu la semaine dernière. Et Netflix a profité de cet événement pour dévoiler un premier extrait exclusif du film, ainsi que la date de sortie, qui est donc le 10 septembre prochain. On rappelle quand même que ce 10%, le film, se passe 5 ans après la fermeture de l'agence ASK à la fin de la série, et que Andrea va redevenir réalisatrice, et la perte de son acteur principal à quelques jours du tournage va forcer évidemment la réunion de toute l'ancienne équipe, et ce qui va raviver pas mal d'amitié et de rivalité, bien entendu. Ah mais ça vient de tomber là aussi. Ah mais c'est où Ça vient de tomber encore sur Netflix. Ah, Ouais, décidément. ça tombe beaucoup sur Netflix. Ça tombe pas mal sur Netflix. On a eu la première image de la nouvelle série Peaky Blinders avec Charlie Heaton. Charlie Heaton, donc, qu'on connaît de Stranger Things, puisque c'était le grand frère du gamin qui se fait kidnapper. Et cette fois, il va jouer Charles Shelby, le fils de Tommy Shelby. Voilà, cette nouvelle série Peaky Blinders qui se passera donc après la série initiale et le film qui venait clôturer la série. Au casting, on retrouve pas mal de beau monde, mais ce qu'on peut retenir, c'est que le rôle qui était interprété par Barry Keoghan dans le film, cette fois, sera incarné par Jamie Bell. Voilà, petit changement. Attends, comment ça se passait déjà à la fin de ce film? Parce que Barry Keoghan, c'est déjà le fils de Thomas Shelby. Combien d'enfants, ce monsieur? C'est n'importe quoi. La réponse dans la Ok, prochaine ok, série, ok. bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, j'ai un petit truc là pour aller plus rapidement. Bah, c'est tombé là d'ailleurs. Ah, voilà. Merde. Juste là. Figurez-vous que c'est un double impact. Un double impact Apple TV et Netflix. Parce que les séries de genre ont encore de la ressource. Et aujourd'hui, on va parler d'hôpital et de prison. Le premier, eh bien oui, c'est une série d'hôpital. Une série avec un début de tournage d'une nouvelle série médicale chez Netflix qui s'appelle Maternité, et avec Isia Higelin, donc une série française, où voilà, elle va jouer le rôle d'une sage-femme dévouée qui passe ses journées à mettre au monde des bébés pour les autres, alors qu'elle-même a des problèmes pour avoir des bébés. Et quand elle réussit enfin à tomber enceinte grâce à une FIV, son compagnon la quitte. Sauf qu'il la quitte pas complètement parce qu'il est dans l'hôpital et que c'est un médecin de l'hôpital. Voilà. Donc, comment on fait? On renonce. C'était beau tout le monde avait l'air Non, mais content autour c'est du le micro, public. C'est le public. C'est le public. Donc, C'est comment on étonnant. fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on renonce à sa seule chance d'avoir peut-être un enfant, ou on le fait toute seule? Donc, c'est tout le sujet de cette nouvelle série qui devrait arriver en fin d'année et dont le tournage vient de commencer. Ça vient d'être annoncé cette semaine. C'est un peu un Grey's Anatomy croise Hippocrate. Ça peut être un peu dans le style réaliste et style un peu peine de cœur soap. Ça peut être rigolo. Pas mal. Donc, ma série de prison, j'ai aussi un croisement. Ce serait un peu le croisement entre Papa Schultz et The Office. Pas mal. Ouais. Référence de vieux. Alors, c'est quoi? Ça s'appelle Protective Custody. Rien qu'au titre, on sait que c'est pas français cette fois. On est chez Apple TV et c'est Ben Stiller qui va jouer dans une nouvelle série. Il sera un milliardaire déchu accusé d'une gigantesque fraude, et c'est par une nouvelle comédie imaginée par le créateur du King of the Hill et de Silicon Valley, Mike Judge. Intéressant. Voilà. Donc, effectivement, après Severance, après The Off Weeks, après bien des productions, il semblerait que Ben Stiller et Apple TV, c'est une belle histoire de complicité professionnelle. Bah, c'est un bel écrin, surtout qui permet aux talents de faire des choses intéressantes, quoi. Et Ben Stiller, il avait fait une série de prison aussi, il avait réalisé les épisodes de Escape at Dannemora, avec un gros casting, avec Benicio del Toro, avec Paul Dano. Et c'était une série qui avait un peu fait parler, c'est vraiment il y a quelques années, presque avant les plateformes, je sais plus, mais c'est une mini-série. Typiquement, moi, ça me fait plaisir de savoir Ben Stiller récupéré par les plateformes, parce qu'à chaque fois qu'il réalise un film, ces films, c'est toujours des bizarreries un petit peu, tu vois, Walter Mitty ou même Tropic Thunder, c'est toujours des films,
un peu difficile à pitcher et tout ça, mais quand même quand tu vois le résultat, tu te dis toujours c'est pas mal, c'est différent mais c'est pas mal et tout ça. Et je vois bien comment le monde du cinéma peut se dire c'est toujours un peu un pari, les trucs de Ben Stiller, c'est un peu compliqué et c'est très bien pour les plateformes. En attendant le nouvel épisode de Mon beau-père avec Ariana Grande en belle fille. Tout à fait. Et Dodgeball 2 sur Apple TV, pourquoi pas, on rêve de ça. J'adore Dodgeball. Moi aussi. Mal vieilli quand même, mais ouais. C'est tout aujourd'hui pour les news, on enchaîne directement avec le gros plan de la semaine. Et ce gros plan, il est évidemment sur Prime Video. Je dis évidemment, même si c'est pas évident du tout, puisqu'on va parler d'une série Spider-Man. Et tout le monde pouvait penser que c'était sur Disney+, mais non, c'est sur Prime Video, rien que pour nous embêter. C'est 8 épisodes, bien sûr. Et une série dont je le disais en ouverture, live action, polar noir, super-héros pulp. De quoi ça parle, Spider Noir? On est avec Corentin pour en parler. Corentin, je crois, en avant-propos, je voulais te dire, et signifier à tous les gens qui nous écoutent, t'es un grand fan de Nicolas Cage, c'est aussi pour ça que t'es là aujourd'hui. J'adore Nicolas Cage, je trouve que c'est vraiment un acteur... il est fascinant à regarder, je trouve, même dans les pires, parce qu'il a quand même fait pas mal de bouse au cours de sa carrière, notamment pour payer ses impôts, mais il y a toujours un truc à piquer dans ces mauvais films-là, et voilà, je trouve que c'est un acteur qui est intéressant à suivre, et donc quand j'ai su qu'il allait faire déjà une série, c'était un peu un événement, parce qu'il avait jamais fait de série. Enfin, je vais être chiant. Techniquement, il avait fait un pilote de série à ses débuts. Sa première apparition à l'écran, c'est dans un pilote de série ABC, une espèce d'émission à sketch nul, mais donc qui n'a pas été commandé en série. Mais il aurait pu commencer par une série. Et après, il a fait que du cinéma. Donc j'avais hâte de le voir. Lui qui adore creuser les personnages. Et dans les interviews, il est tout le temps en mode ouais, mais là, j'ai étudié la psyché du personnage, machin. Je me suis dit, c'est la première fois qu'il a 8 épisodes pour faire ça. Donc ça va être fascinant. Donc j'avais hâte. Et je crois que lui avait peur d'y aller un peu. Oui. Justement, en fait, il hésitait à se lancer sur ce médium. Série, sur ce médium. On lui a proposé pas mal de trucs ces dernières années. Il devait jouer notamment dans American Gods, une série AMC, si je dis pas de bêtises, et le rôle a été à Ian McShane finalement, mais on lui a offert plein de rôles comme ça. Et il a toujours dit non, parce qu'effectivement, il avait deux peurs. Il avait la peur que ce soit trop long. Que le tournage dure trop longtemps par rapport à ce que lui avait besoin de faire. Il a quand même besoin de faire 15 films par an. Voilà. Donc, voilà. Et non, c'est tout. Ça s'appelle Spider Noir et ça ressemble à ça. Dites-moi pourquoi. Vous savez déjà comment ça finit. Dans ce cas, commencez par le début. Les tics. Les pensées. Les pulsions. J'ai réussi à les réprimer. La plupart du temps, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe, Ben? Attendez. Alors l'histoire c'est quoi? C'est celle de Ben Reilly, un ancien justicier masqué, désormais brisé par une tragédie personnelle, et qui survit comme détective privé dans un New York gangréné par le crime. Alors évidemment il est contraint de replonger dans son passé de héros, et il affronte des mafieux, des figures corrompues, et même des créatures surnaturelles, dans une ville qui semble en tout cas sombrer chaque nuit un peu plus dans le chaos. Ça s'appelle Spider Noir, et comme ça s'appelle Spider Noir, j'ai une petite question pour celui qui voudra se lancer. C'est quoi un film noir? Allez, Gauthier. Déjà, à chaque fois une araignée. Non, déjà, il faut savoir qu'à chaque fois que les anglo-saxons utilisent un terme français, c'est parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire, et donc ils lui font dire absolument ce qu'ils veulent. Ouais, c'est du déjà vu. C'est Spider Noir. Spider Noir. Un film noir plutôt, c'est un film, normalement ça se passe dans les années 30-40, on a un détective privé, on a une histoire très très compliquée, on a souvent une femme fatale qui a probablement une fille qui s'est perdue un petit peu dans la prostitution ou dans l'industrie du porno à Los Angeles, des trucs comme ça. On a toujours un vieux monsieur qui vient embaucher le détective privé, mais qu'on va toujours se retrouver à comprendre que c'est lui le méchant à la fin. Il y a toujours des intrigues trop compliquées, commentées par des voix off qui racontent n'importe quoi. En gros, c'est ça un film noir, c'est du look de Los Angeles la nuit, il peut pleuvoir, il y a des voitures, des chapeaux, des impairs, et puis du saxophone.
saxophone. Du saxophone. Et un vrai travail sur l'ombre et la lumière. C'est un truc où beaucoup de choses se passent des fois sur par exemple les phares d'une voiture, on va voir un combat juste en ombre ou des choses comme ça sur un mur. Les ombres portées énormément. Beaucoup sur les ombres portées, un truc presque un peu expressionniste, quoi. Ouais. Je vais quand même dire un truc. Après je me tais, je vous laisse en parler. Mais quand j'ai entendu parler de ce projet et que je me suis dit, c'est un truc Marvel avec Spider-Man, c'est un truc avec Nicolas Cage dans le premier rôle, mais c'est aussi un film noir. Je me suis dit, je crois que Corentin vient de faire un mauvais rêve. Il l'a raconté à quelqu'un de chez Amazon qui a fait. En fait, ça vient du. Ça crosse tous ces trucs. Ça coche toutes les cases de Corentin. C'est vrai. En fait, ça vient du film Spider-Man Into the Spider-Verse, donc Spider-Man New Generation dans le titre français. Il y avait un Spider-Man noir comme ça qui a été introduit. C'était déjà Nicolas Cage qui faisait la voix. Et de ça. Il est pas noir, il est noir. Pardon, oui. C'est pas un Spider-Man noir. C'est un Spider-Man noir, dans le sens des anglo-saxons qui font dire à noir ce qu'ils veulent. Voilà. Par contre, là, l'option, c'est de pouvoir le voir en noir et blanc. Du coup, puisqu'on a le choix entre une version colorisée, mais que c'est pas de la couleur normale, elle est quand même bien travaillée, et du noir et blanc, un peu stylisé, période un peu Sin City, voilà, si on devait faire un comparo moderne. On l'a vu, cette série, en avance. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Je propose de laisser d'abord la parole à notre invité Corentin. Eh ben, moi, comme je vous disais en intro, j'ai surtout regardé pour Nicolas Cage, c'est-à-dire pour voir un peu ce qu'il allait faire de tout ça, d'autant que lui, il adore les vieux films, il adore les films noirs, il adore les polars, il adore le noir et blanc, il adore le vieux cinéma d'Hollywood, donc je me suis dit, là, il est vraiment dans ses petits chaussons, il adore les comics, il lit du DC, il lit du Marvel, il aime tout ça, donc je me suis dit, il peut pas se gourer. Enfin, s'il se gourre là-dessus, c'est pas possible, quoi. Il coche tout. Tu disais que je cochais toutes les cases du sujet. Lui cochait toutes les cases du sujet aussi. En plus, il y a des scènes dans la série où il se soigne lui-même par le cinéma. Oui, en plus, oui. Ouais. Il va avoir des films avec James Cagney. Ouais, exactement. Donc moi, j'ai trouvé de le voir là-dedans. C'est paradoxal. Il en fait un peu des caisses. Il surjoue parce que c'est Nicolas Cage qui il surjoue des trucs, mais en même temps je trouve que la série lui offre vraiment l'opportunité de montrer tout ce qu'il sait faire, parce que il y a toutes les cases Nicolas Cage, c'est-à-dire qu'il y a un petit moment de folie, il y a des petits moments de folie, il y a des petits moments où il tente des trucs avec son corps, ce qu'il fait souvent dans les films, il tente des trucs au niveau de sa voix. Il y a un moment, il s'infiltre en se déguisant d'un autre personnage, donc il fait des voix un peu d'autres personnages en plus que la sienne. Il y a la double identité, ça rappelle un peu Volte-Face. Enfin, c'est rigolo. Il y a plein de trucs comme ça qui font vachement écho à sa vie. Enfin, à sa carrière surtout. Donc, moi, j'ai aimé voir ça. Moi, je me suis dit que les showrunners, pendant 5-6 épisodes, il lui avait dit, pendant 5, tu nous donnes 5 épisodes cool. Et après les 3 derniers, tu Nicolas Cage. Open fire. Est-ce que ce Spider-Noir il réussit à proposer quelque chose de vraiment différent dans tout le paysage des séries Marvel et ce genre de trucs ? Je sais pas si on peut dire différent dans le sens où il y avait eu chez Marvel, il y avait eu Werewolf at Midnight. Qui était un moyen métrage, je crois que ça durait 52 minutes, très Universal Monsters, film de la Hammer, donc c'est-à-dire les films d'horreur des années 30-40, qui était en noir et blanc aussi, qui était en noir et blanc et en couleur, donc les deux versions étaient possibles, donc un peu la même approche. Donc en fait, c'est pas la première fois que Marvel s'essaye presque à un exercice de style, et en fait c'est à la fois pour moi la qualité de la série et sa limite, c'est-à-dire que si on adore, comme peut-être nous, comme Nicolas Cage, comme vous qui nous écoutez, le film noir, en fait on kiffe ce qu'on voit parce que c'est vraiment hyper bien fait. Par contre, de voir ça sur 8 heures, en fait, en gros, il faut se dire que c'est l'intro que tu as fait de ce podcast pendant 8 heures. Donc, c'est-à-dire, il pleuvait dehors et j'étais dans mon enquête, machin. Donc, si vous avez envie de voir ça pendant 8 heures avec Nicolas Cage, qui effectivement a une palette hyper large à jouer, ça vous plaira. Si jamais vous vous dites, bon, c'est marrant sur 30 minutes, parce que comme ça, voilà, ils ont fait à la manière d'eux, mais il y en a encore 7 épisodes derrière, ça va vous sembler peut-être un peu compliqué, quoi. Est-ce que la série, elle est, d'ailleurs, c'est plutôt une série de super-héros ou vraiment un polar ? C'est pas très super-héros, finalement. Je vais dire un truc super vite. J'aime bien que vous soyez pas d'accord. Bon, moi j'ai l'impression que c'est encore un énième projet ou une énième série qui se dit qu'est-ce qu'on peut faire de sérieux avec des super-héros, genre est-ce que les super-héros ça peut être super cinéphile aussi, genre avoir un socle culturel hyper solide. Et bon, cette série parfois elle fait de l'hommage, et quand elle fait de l'hommage c'est plutôt assez bien fait.
parfois elle fait du pompage de film noir ni plus ni moins, hein, parce qu'il y a quand même une scène dans le dernier épisode, je vais pas la raconter, mais elle est quand même prise à la Dame de Shanghai telle quelle, quoi. C'est un peu bizarre. Et tantôt, elle fait un peu n'importe quoi aussi, cette série, parce que si vous croyez que tout ça ne va pas finir avec des acteurs adultes dans la rue qui se font des proto-kamehameha dans la gueule, voilà, normalement, un film noir, ça finit pas comme ça, quoi. Et puis la série, en fait, j'ai envie de dire, elle arrive peut-être un peu tard, parce que le mélange super-héros et autres genres, c'était il y a 7-8 ans. Ouais. C'était Logan avec le western. Oui, absolument. C'était, allez, récemment, il y avait Brightburn qui faisait de l'horreur super-héros. Tu vois, il y avait Kong Skull Island avec Apocalypse Now et tout ça. Oui, voilà. Enfin, même que dans le super-héros, tu vois, il y avait Ragnarok qui faisait de la comédie pur jus. Il y avait plein de sous-genres comme ça. Ou de teen movie avec Spider-Man Homecoming. Enfin, il y en a plein. L'horreur avec Multiverse of Madness. Enfin, une tentative d'horreur. Oui, carrément. Donc tu vois, tu te dis, bon, encore, au moins Multiverse, c'était encore il y a peu de temps. Mais là, sinon, les références que j'ai données, elles ont quand même pas loin de 7-8 ans. Et du coup, tu te dis, bon, ils font une énième tentative. Enfin, on a l'impression qu'ils se disent, faisons-le tant que le super-héros, c'est encore un peu hype, tu vois, parce qu'on pourra peut-être pas le faire dans 3 ans, quoi. Il y avait aussi le mariage avec Thor 2 et les films de merde. Oui, c'est vrai. Ou avec les nouveaux mutants et on n'a pas très bien compris quoi. Ça devait être teen, un peu horreur, et puis au final, c'était pas grand-chose, parce qu'ils ont eu plein de problèmes. Mais après, là où la série, elle est casse-gueule quand même, c'est que quand tu dis super-héros film noir, bah ça existe déjà, c'est Batman. Donc arriver avec Spider Noir et dire, vous allez voir, avec du Spider-Man, on va vous faire du Batman finalement, ça pour le coup, faut avoir les reins solides, quoi. Parce que tu passes après 2 décennies de films noirs super-héros, quoi. Donc, bon. Et tu passes aussi après 3 reboots de Spider-Man, un dessin animé qui est une trilogie, plein de séries télé, etc. Alors justement, là, la petite nouveauté, c'est aussi de centrer la série sur le personnage de Ben Reilly et pas de Peter Parker. Est-ce que ça, pour vous, donne quand même un petit vent d'air frais à cette série ou pas ? Ouais, parce que le personnage, il est après, c'est pas un arc ultra révolutionnaire non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est une origin story, comme tu dis. Rien que quand tu le pitchais tout à l'heure, c'est un ancien super-héros touché par un trauma personnel, machin. Tu fais, on a déjà vu cette histoire plein de fois quand même. Oui, donc, mais c'est un bon clin d'œil. Ça fait un joli clin d'œil au film noir, parce que cette figure du film noir, du mec qui est un ancien flic devenu alcoolo, qui est plus flic, mais qui au détour d'un compte parce qu'il peut plus être flic. Voilà, c'est ça, et qui au détour d'un truc va redevenir flic parce que la femme fatale, quoi, en gros. Tu le retrouves. Enfin, c'est vraiment un personnage que tu retrouves hyper souvent. Même dans Ciao Pantin, c'est ça. Hein, le mec est devenu pompiste, mais il était flic avant. Dans Roger Rabbit. Dans Roger Rabbit aussi. Détective de Roger Rabbit. Et là, c'est pas qu'il était flic avant, c'est qu'il était super-héros avant, et que c'est un super-héros déchu devenu alcoolique qui se cache son identité de super-héros et qui va redevenir super-héros le temps d'une dernière femme à sauver. Ouais, et puis âgé de 50 ans, et c'est là où ça change avec Peter Parker, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le côté je suis au lycée, un peu geek, un peu freluqué dans mon coin, et en fait une araignée va me donner des pouvoirs. C'est que là, c'est un mec qui est plutôt sur la pente descendante de sa vie, quoi. Donc ça change aussi, je trouve, la dynamique. Il y a un truc intéressant là-dedans. Ils arrivent à pas retomber dans le cliché Logan. Parce que Logan, maintenant, c'est une institution. Si tu fais un film de super-héros vieillissant, la référence, c'est Logan. Et ils arrivent quand même à aller sur d'autres terrains, quoi. Et mine de rien, un Spider-Man complètement alcoolique, ça fait 2-3 trucs dans la série qui sont pas trop mal. Ça fait 2-3 gags que j'ai bien aimé, quoi. Par exemple, il passe beaucoup de temps à cacher à sa secrétaire qu'il est Spider-Man. Et en fait, il y a une scène où elle lui dit non, mais je le savais déjà, parce qu'au fait, à chaque fois que vous êtes bourré, et là tu vois des flashbacks où le mec, à chaque fois qu'il est bourré, il fait en fait, Spider-Man, c'est moi. Et en fait, Madame Odile de Rey. Si on revient sur cette notion de 2 propositions noir et blanc et couleur, pour vous, c'est un vrai truc ou c'est un peu un argument marketing en fait ? C'est un peu les deux, mais c'est intéressant, je trouve. Moi, j'ai essayé de regarder les deux, justement, et je suis vraiment tombé d'accord avec moi-même sur la version noir et blanc. Je trouve que la version couleur, c'est pas qu'elle est moche, mais justement, elle amène pas la distance esthétique qui fait qu'on se dit ah ouais, ok, c'est un vrai film à la façon 2. Donc en fait, je pense que ça peut être intéressant. Au-delà de l'aspect marketing des choses, de jongler entre les deux, peut-être aussi pour comprendre ce que de la couleur peut apporter à une narration ou un ressenti de spectateur. Donc moi, j'ai pris ça comme ça.
Toi, t'as fait un choix ou t'as vu les deux? Moi, j'ai fait un choix. J'ai regardé que le noir et blanc. Enfin, j'ai regardé. J'ai zappé dans un épisode couleur pour voir, pour pas mourir idiot. Mais quand j'ai vu que la série avait été tournée en noir et blanc pour le noir et blanc et que la couleur était venue un peu, parce qu'il fallait la faire. Comme à l'époque de la colorisation du cinéma. Oui, un peu, ouais, c'était marrant ça. Et du coup, ce qui m'avait intéressé, c'est que j'avais vu que le directeur photo de la série, enfin, ils sont deux, mais celui qui a fait le plus d'épisodes, c'est Darren Tiernan, et c'est un gars qui tourne beaucoup des séries un peu on va dire visuellement de prestige. Il tourne beaucoup pour HBO, ce genre de trucs, et je me suis dit, si lui il s'attaque au noir et blanc, ça peut donner vraiment un truc sympa. Et effectivement, il y a des plans sublimes, vraiment, pour le coup, qui sont clairement dans la lignée du film noir, donc il réinvente rien. Mais quand il te met un plan d'une rue avec, c'est caricatural, hein, mais la pluie qui tombe sur le chapeau, et en même temps, on n'a que la silhouette de Nicolas Cage parce qu'il est éclairé par un vieux lampadaire dégueulasse dans lequel tu vois aussi la pluie tomber, et ça éclaire à moitié un bâtiment que tu distingues pas, tu sais pas où il est et tout, ça marche, quoi. Ça marche vraiment, film noir. C'est marrant parce que moi, à l'inverse, j'ai fait que la version couleur. Je me disais à chaque générique, à chaque fois qu'on voit le générique, que la série a déjà un peu décidé pour toi, parce que le générique est en noir et blanc, quoi que tu fasses, même si t'es sur la version couleur. Donc à chaque fois tu te dis, en fait, il préférerait que je regarde la version noir et blanc. Et quand tu vois la couleur pendant les épisodes, c'est vachement chiadé, quoi. C'est très très chiadé au niveau de la couleur. Il y a même des plans d'une composition assez belle. Et du coup, tu te dis, alors, pourquoi m'orienter vers le noir et blanc pourquoi cacher ce travail sur la couleur que je sais pas. Et alors, pourquoi c'est sur Amazon, cette histoire? Pour le voir 2 fois, c'est pour ça qu'ils en ont fait 2. Non, mais pour de vrai, pourquoi Spider-Man se retrouve sur Amazon? C'est le jeu des productions, tu vois, c'est Sony qui est un peu derrière, et puis voilà. Donc, parce qu'en fait, il a été diffusé, donc production Sony, diffusé sur MGM+, en exclusivité, et après sur Amazon 2 jours après. D'accord. Donc t'es un peu, mais donc voilà, MGM+ aux US, pas chez nous. Ouais, bien sûr. Donc il y a une espèce de, mais c'est comme des fois des films Paramount qui sont distribués par Warner en France, tu comprends pas très bien. Après c'est des trucs très business, mais c'est vrai qu'on se demande et surtout pourquoi pas sur Disney+. Bah oui. Parce que c'est quelque chose qui pourrait avoir sa place dans le MCU au sens large, quoi. Dernière question, qui vous conseilleriez cette série? Avant tout, déjà aux cinéphiles, peut-être aux gens qui en ont marre de voir de la CGI, parce que moi, un des trucs, c'est ce que Gauthier évoquait en disant des kamehameha dans la rue, tout ça. En fait, moi, j'ai eu l'impression, sans dire que c'est kitsch, parce que c'est pas du tout ça, c'est très bien fait, mais en fait, c'est un peu comme si on avait fait un film Marvel dans les années 40. C'est-à-dire que notamment les bastons qu'il y a dans la rue et tout ça, c'est pas non plus des explosions d'effets spéciaux, c'est vraiment fait à l'ancienne. Et il y a notamment des versions de Electro, de Sandman, en tout cas de personnages très connus de l'univers Spider-Man, mais revisités avec la technologie qu'on aurait pu avoir à l'époque pour faire des effets spéciaux. Genre méchant de la Hammer, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé du coup le fait de dire, en fait, ils ont pas déversé des sauts d'images de synthèse dans ce truc-là, qui est presque un écrin à l'ancienne, préservé du monde moderne. Donc déjà, en priorité, plutôt aux gens qui veulent voir un truc à l'ancienne, je dirais. Ouais, c'est vrai. Puis il y a quelque chose de très très minutieusement cinéphile dans le fait de reprendre chaque gimmick du film noir. Ils vont même jusqu'à aller jusqu'au le bon vieux cliché du trauma de la Première Guerre mondiale, qui est un truc qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de films noirs. On a parlé de Peaky Blinders en plus. Exactement. C'est complètement dedans. Exactement. Et il y a rien à faire. Les Américains, ils comprendront jamais que les Allemands de la Première Guerre mondiale, c'est pas les nazis, c'est pas les mêmes. C'est pas ceux qui font expérience bizarre sur je sais pas trop quoi, c'est pas ça, quoi. Ils n'arriveront jamais à nous livrer un film sur la Première Guerre mondiale normal. Mais bon, moi je suis d'accord avec Johan, effectivement, c'est pour les gens qui veulent avoir un peu de nostalgie du grand âge classique du cinéma américain, ouais. Et pour les fans de Nicolas Cage, bien sûr. Indispensable. Il faut le voir faire l'araignée sur son... il a un ADN arachnéen contre lequel on apprend qu'il lutte contre ça, et qu'en fait, sa personnalité humaine, c'est presque un masque qu'il met par rapport à l'araignée qui est en lui. Donc, il y a presque un côté la mouche, et en fait, il y a des fois, il dort recroquevillé comme une araignée. Moi, ça me fait rire que Nicolas Cage tous les moments où il fait l'araignée, moi, j'étais... Nicolas Cage, par contre, si je peux ajouter un mini truc de savoir à qui ça s'adresse ou pas, je ne pense pas spoiler en disant ça, mais comme ça, si vous attendiez ça, vous perdrez pas votre temps à le voir. Moi, j'ai regretté qu'il n'y ait pas un lien avec Spider-Verse.
C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a pas une scène post-générique où en fait, il enquête sur un nouveau cas et là d'un coup, il y a un portail temporel qui s'ouvre en couleur et ça passe en animé. Et qu'il est aspiré dans l'autre film que vous voilà. Et en fait, c'est complètement un truc à part. Donc si vous voulez le voir pour vous dire tiens, j'ai bien envie de voir un pont entre ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est vraiment un truc à part, c'est une œuvre à part. Je rappelle que ça s'appelle donc Spider Noir et c'est disponible depuis le mercredi 27 mai sur Prime Video. Et Gauthier, de ton côté, encore une nouvelle série et on se pose la question quand même, est-ce que c'est une série qui fonctionne ou pas ? Cette question t'a largement fait cogiter et tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Et Gauthier, donc vers où tu nous emmènes exactement cette semaine ? Ouais, on va dire les vrais trucs sur l'analyse des chiffres. Je vais essayer de le faire rapidement. Ce qui m'a amené vers ces réflexions, c'est justement le statut de Nicolas Cage. Et je me suis demandé la chose suivante, est-ce que Nicolas Cage est bankable ? À votre avis ? À une époque, oui. Peut-être il y a 30 ans. Aujourd'hui, tout sort en DTV presque. Chez Nicolas Excellente réponse de Corentin Palanchini. Au moment de son Oscar en 96, puis des grands films qui ont fait sa gloire à la fin des années 90, Conner, Volte-Face, tout ça, c'était un mec plutôt bankable. Le mec est au sommet à ce moment-là. Au sommet. On met, il venait de son Oscar de Living Las Vegas, et on met Nicolas Cage sur une affiche, les gens y vont, voilà. Bankable, ça veut dire que rien que le nom sur l'affiche, on est sûr de rentabiliser le film. Et puis c'est le neveu de Coppola, enfin tu vois, il y a un moment où ça compte. Oui. Bon. Mais ça compte pour lui, ça compte comme facilité pour lui faire accéder à des films, mais ça compte pas comme argument marketing pour que les gens aillent en salle. C'est ça bankable. Aujourd'hui, qui est bankable ? Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi. Timothée Chalamet. Oui. Glenn Powell un peu une fois sur deux. Moi je dirais Sydney Sweeney et Timothée Chalamet sont les deux acteurs bankable. Tom Cruise, je sais. Le dernier Mission Impossible, il n'avait pas marché autant qu'il aurait dû. Ah non, c'est même un accident industriel. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, mais Top Gun. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de Tom Cruise. Question d'après, je me suis dit, si Nicolas Cage n'est plus bankable au cinéma, est-ce qu'il est bankable sur plateforme ? Tu vois, est-ce que c'est un argument ? Tu le disais très bien en début de cette émission. Ce qui excite dans l'idée de Spider Noir, c'est de se dire première série avec Nicolas Cage. On nous a débauché Nicolas Cage du grand écran pour le mettre sur nos plateformes. Donc est-ce que ça rend le projet bankable de mettre Nicolas Cage sur des plateformes ? Et c'est là qu'on a un premier petit problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres sur les plateformes. On ne sait pas. On pourra demander éternellement, mais alors Spider Noir, ça fonctionne ou ça fonctionne pas ? On aura toujours des réponses un peu nébuleuses venant des plateformes. Oui, il est dans le top. Mais le top de quoi ? Le top de quoi ? Ça veut dire quoi ? Il est dans le top, tu vois. Le truc, c'est que je suis très content d'avoir autour de la table 3 personnes dont ça a été la profession d'analyser les chiffres du box-office, parce que je vais pouvoir vous faire découvrir avec leur aide que, en fait, quand on lit des chiffres de fréquentation des salles, les hypothèses qu'on émet ne sont pas du tout des trucs froids. Au contraire, on lit une forme de vie. On essaye de comprendre ce que foutent les gens qui vont au cinéma, en gros. C'est tout simple. Je vais essayer de vous poser des questions, puis on va voir comment vous réagissez. Normalement, vous avez des réflexes qui sont ceux de votre profession. Première question, par exemple. Pendant le film sur Michael Jackson, là, le biopic sur Michael Jackson, pendant 4 semaines, il a été super stable. Il perdait très très peu de spectateurs. Et en 5e semaine, là, la semaine qui vient de se passer, il s'écroule. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'il a épuisé son réservoir, son public réservoir qui était amené à de toute façon le voir, quelles que soient les critiques. Et que les gens ne retournent pas le voir. Absolument. Et qu'un nouveau truc est peut-être sorti. Oui, ou peut-être qu'il a fait très très moche jusqu'à la semaine dernière. Et que cette semaine, il a fait très très beau. Et oui, parce qu'il y a aussi... Et encore une fois, tout ça, c'est des peut-être. En tout cas, 4 semaines de longévité pour un film, c'est plus qu'un film normal. Donc pendant 4 semaines, il a bénéficié de ce qu'on appelle le bouche à oreille, c'est-à-dire tout simplement des gens qui vont voir le film, en sortent et font « Oh, bah, c'est pas mal le truc sur Michael Jackson, là, il danse bien, c'est super. » Puis il y a d'autres gens qui vont le voir, etc. Et ça dure 4 semaines. Et ensuite, comme le dit Johan, ça a la potentialité de durer 4 semaines. Le rayon des gens contaminables dure 4 semaines. Et puis,
après 4 semaines, voilà, il y a plus personne et il fait beau. Donc une autre question, le Mandalorian et Grogu, il fait un premier jour pas ouf et les jours suivants sont encore pires. Pourquoi ? Parce que ils s'adressent à un public, en tout cas plutôt je dirais le public qui n'a pas vu la série se dit je ne vais rien comprendre en allant voir ce film. C'est ça. En plus de ça, tous ceux qui peuvent le voir, tous ceux qui sont animés par la série, ils y vont day one parce que, enfin, ils y vont le premier jour de sortie parce qu'ils aiment ça, ils l'attendent. Et du coup, ça fait le meilleur pic possible sur la première journée. Et ensuite, il y a déjà plus personne pour aller le voir, donc ça dégringole. Surtout quand le bouche à oreille est pas ouf. Et le bouche à oreille est pas ouf. Et en plus, je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, il fait beau dehors. Et tu n'as pas envie de t'enfermer dans une salle de cinéma. Donc voilà, à travers ces 2 exemples, je vous ai illustré tout simplement le fait qu'on ne critique pas, on n'est pas là en train de dire ah bah bien fait pour lui, il se pète la gueule, ou au contraire génial Michael Jackson, on fait pas de commentaires comme ça, on lit juste ce qui se passe dans une industrie et ce qui se passe, je sais pas, sur la planète cinéma, quoi. Moi, ça m'intéresse même de me dire que on pourrait m'enfermer dans ce studio qui est dans un sous-sol de Bastille, là, et ne pas me faire voir la lumière du jour pendant des années et me nourrir que de jambon qu'on glisserait sous la porte. Si on me donne comme seule information les chiffres du box-office, je vais pas être très au courant de ce qui se passe là-haut, mais... Tu sauras pas s'il fait beau. Si, normalement, je devrais pouvoir arriver à déterminer s'il fait beau, s'il fait moche. Si la France est en finale de la Coupe du Monde en juillet. Exactement. Des choses comme ça. Si on est en période de vacances, ou si on est plutôt au mois de mars ou au mois de juin, etc. Donc voilà. Donc, on arrive à faire vivre l'industrie du cinéma à travers nos yeux parce qu'on a accès à ces chiffres-là. Et les plateformes ne nous donnent aucun accès à aucun chiffre, puisque à chaque fois qu'on demande des chiffres, on nous répond oui, mais des chiffres, si on les lit comme ci, si on les lit comme ça, et si on les lit comme ci, comme ça, etc. Ce qui est le meilleur prétexte pour ne nous donner finalement aucun chiffre. Alors que nous, on veut pas critiquer, on veut pas vous attaquer, on veut juste pouvoir analyser une industrie et donc par là même lui donner un peu de vie. Voilà. Et de crédit. Et de crédit, tout à fait. Et par contre, ce qui est intéressant, juste pour rebondir là-dessus, parce qu'il y a quand même quelques chiffres qui parviennent, il y a sur le site Tudum, dans lequel on peut voir le top hebdomadaire de Netflix, et puis le top all-time et tout ça. Il y a une newsletter aussi qui s'appelle Netflix and Chiffres. Oui, mais c'est Netflix qui fait ça. Mais en tout cas qui sont intéressants. Et c'est intéressant de voir, je trouve, depuis début d'année, que les phénomènes streaming se réduisent vraiment en durée. C'est-à-dire que One Piece a disparu au bout de 2 semaines. Ouais. Stranger Things a pas du tout. Moi, je pensais que tout le premier trimestre, on parlait de Stranger Things. Ça a duré 2 semaines et puis on était déjà passé à autre chose. Mais c'est parce qu'il manque un épisode, Yoann. Peut-être. Non, mais en tout cas, on sent qu'il y a une espèce presque d'accélération. On met un truc en ligne, les gens le regardent, le consomment et puis le jettent. Et il y a plus du tout la constitution de phénomènes pop. Mais on voudrait savoir si c'est par rapidité de l'industrie, c'est-à-dire qu'un truc enchaîne après l'autre, ou par échec. Auprès du public, tu vois. Et rien que d'avoir un agrégateur type CBO, donc CBO c'est un site internet qui s'appelle Chiffres Box Office, donc CBO, ça nous donne tous les chiffres du box office français. Et t'as des outils pour recouper des trucs. Tu peux lui faire enfin, tu peux, quand t'es spécialiste de cet outil, tu peux lui faire dire des trucs déments, tu vois. Donc, il nous faudrait un truc comme ça. T'as bien fait de préciser parce que CBO, c'est aussi le nom d'un sandwich. Absolument. Merci Gauthier. Je propose d'enchaîner directement, Yoann, si tu veux bien, avec les sorties de la semaine. Et si je veux pas, tu fais quoi ? Ah, on te fait parler ? Moi, je te fais parler. Et cette semaine, Yoann, c'est donc les sorties comprises entre le 25 mai et le 24 mai. Ça va pas du tout, ça. C'est les sorties, de cette semaine, en tout cas du 25 mai. Tout à fait. Le lancement était tout pété, Menro. Qu'est-ce qui se passe ? Mon tableau automatique n'est pas automatique. Très bien. Les robots, c'est nul. Donc déjà, alors, première chose, n'hésitez pas à rebondir sur les films et séries que je vous partage. Je veux dire que je vais me poser en faux par rapport à une affirmation que tu as eue, à savoir que Cannes n'avait pas concerné Originals. Oh. Faux. Oui. Faux. Parce que John Travolta. Parce que John Travolta, il y a un film pour les origineux qui est passé par le Festival de Cannes en séance spéciale. Et qui a eu une palme d'or. Qui a eu une palme d'or d'honneur. Mais une palme d'or pour John Travolta, qui arrive sur Apple TV, donc disponible depuis vendredi. Ça s'appelle Vol de nuit pour Los Angeles. Je préfère largement le titre américain Propeller One Way Night Coach. J'adore ce titre.
Donc c'est la première réalisation de John Travolta qui est réal, scénariste, prod, narrateur et qui a un petit rôle de pilote dans le film. C'est adapté d'une œuvre qu'il a imaginée lui-même, un livre illustré qu'il a fait pour son fils. Donc il avait écrit lors de vacances et qu'il avait illustré lui-même. Son fils tragiquement décédé en 2009, et donc un petit peu pour honorer sa mémoire, il a décidé de transposer cette histoire à l'écran, qui est une sorte un peu de voyage dans le temps où on faisait une sorte de voyage dans le temps avec Nicolas Cage, au niveau des années 40. Là, on est plus dans les années un peu 50-60. On est un peu dans un univers presque à la Aviator, arrête-moi si tu peux. Et on va suivre un petit peu les pas d'un enfant, donc qu'on suppose être John Travolta jeune, lors d'un voyage en avion qui va, en tout cas, lui ouvrir les yeux sur cette passion, parce qu'on sait que lui, il adore l'avion. Il a 9000 heures de vol. Et donc, film d'1h01. Donc très court, on est juste 1 minute de plus que le moyen métrage, donc, et ça peut être un joli conte à découvrir, d'autant que vous verrez dedans Ella Blue Travolta, qui est sa fille. Et oui. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ce film. Et bien, c'est pour ça que d'ailleurs on dira les vrais trucs la semaine prochaine entre les liens étroits entre les films, le Festival de Cannes et les plateformes, liens qui vont devenir de plus en plus étroits. Mais là, techniquement, en plus, quand tu as un film d'1h01, avant, ton seul recours, c'était la télé. Et maintenant, grâce aux plateformes, hop, tu peux avoir Absolument. une visibilité quand même accrue. Comme l'unitaire sur le Punisher. Et Worldwide. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Sur Apple, le même jour, donc depuis ce vendredi, vous avez la possibilité de découvrir les 8 premiers épisodes de Star City. Star City, qu'est-ce que c'est ? C'est le spin-off de For All Mankind. Donc en fait, c'est le point de vue soviétique de cette histoire. Donc pour rappeler For All Mankind, donc imaginé par Ronald D. Moore, qui est le monsieur derrière Battlestar Galactica notamment. En fait, ça racontait donc ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire un what if, et si. Et là, donc, en fait, ça partit du principe de et si les Soviétiques avaient été les premiers à poser le pied sur la Lune. Et donc, ça raconte depuis 5 saisons un peu comment les Américains essayent de lutter dans la lutte contre l'espace, pour l'espace, dans cette uchronie. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de présenter le camp d'en face, un peu comme Clint Eastwood, dont on reparle, l'avait fait pour Iwo Jima et Mémoire de nos pères, si vous vous souvenez. Voilà, 2 films qui montraient le point de vue américain et le point de vue japonais sur une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Et ben là, on a la même chose avec cette uchronie. Dans lequel on retrouve notamment Rhys Ifans, qu'on aime bien. Ah oui. Voilà, qui est britannique et pas russe, mais on l'aime bien. Voilà. Si tu roules les airs, il devient russe. Ouais, Rhys Ifans. Ça marche bien. Super bien. John Travolta, ça marche. Ça marche aussi. Sur HBO Max, une nouvelle série portée par Emilia Clarke. Pas ma comédienne préférée, mais on l'aime bien quand même, elle est très sympathique. Une autre histoire de guerre froide, ça s'appelle Ponies. Alors Ponies, dans le jargon, ce sont les personnes sans intérêt. C'est dans le jargon des services secrets. Et donc là, elle joue aux côtés de Haley Lou Richardson, qu'on avait vu dans The White Lotus saison 2. Je l'adore. L'histoire d'une secrétaire, donc 2 secrétaires à l'ambassade américaine, qui sont juste là, voilà, qui ne sont pas mêlés aux problèmes des services secrets, si ce n'est que leurs maris se font tuer par les services secrets soviétiques, et donc elles vont devenir agents de la CIA pour essayer de comprendre ce qui était devenu de leur mari. Et c'est notamment supervisé par la Susan Fogel qui avait fait Flight Attendant et David Etherson qui avait fait Mr. Robot. Ah oui, quand même. Donc ça peut être intéressant. Et le petit truc en plus, si vraiment vous avez envie de pousser, et je fais ça parce qu'il y a Gauthier et parce qu'il y a Menro, chaque titre d'épisode fait référence à une chanson. Ah, j'aime beaucoup ça. Ah, Ouais, j'aime Vous bien. avez par exemple, alors je vais vous dire le titre de la chanson, vous me trouvez évidemment, on fait une sorte de blind test sans musique. Vas-y. Vous avez un épisode qui s'appelle Second Hand News. Second Hand News. Oh, je l'ai Je dès l'ai la pas. première, Je c'est l'ai beau pas, ça. mais ça doit être un truc récent. C'est Fleetwood Mac. Ah, c'est un truc Ah, mais ancien. oui. Mais moi, j'ai pas cet album. D'accord. c'est pour Vous ça. avez une chanson, un épisode qui s'appelle Hanging on the Telephone. Ouais, Hanging on the Telephone, c'est Blondie, ça. C'est Blondie, Et- très bien. Vous avez un épisode qui s'appelle Backstreets. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Oui. Pas les Backstreet Boys. Pas les Backstreet Boys. mais Pas les Backstreet Backstreet, non. Boys. Qui a fait un Une morceau qui chanson s'appelle de 1983, si je me trompe pas. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, Ouais. exactement. Et une dernière, Don't Go Breaking My Heart. C'était Don't go breaking my... Ça, c'est du russe, ça. Fais-le en roulant les airs, pour Don't Go Breaking My Heart. Et alors, c'est qui ça? Elton John. Ouais, mais je veux l'autre. Je veux la dame qui chante et avec c'est lui. qui la dame Qui dit Ouais, voilà. Bien Bravo. joué, c'est Bravo, bon bravo, ça. bravo. Voilà. Bon bah voilà, il y a 4 autres épisodes que je ne vous révèle pas ici, mais donc à chaque fois c'est une musique. Super. Sur Netflix, vous avez un documentaire qui s'appelle Rafa, documentaire en 4 épisodes, documentaire sportif qui est pile pour Roland Garros et qui répond à cette fameuse question:
Moi, j'ai la réponse. Le tennis est-il un vrai sport ? Moi, je pense que non. Mais peut-être que... Et je troll. Quoi ? Mais peut-être que ce documentaire va prouver que oui, puisque c'est un documentaire sur, évidemment, Rafael Nadal. Alors, Rafael Nadal, pour resituer, si comme moi, vous y connaissez rien au tennis, c'est quand même un des GOAT, comme on dit. Oui. 14 Roland Garros, 22 tournois du Grand Chelem, 5 Coupes Davis, 2 médailles d'or. C'est un des deux plus grands de Le tous les mec temps. en impose. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un truc à sa gloire, c'est un truc qui montre la douleur pour se maintenir à ce niveau-là. Ouais. Donc peut-être que je vais accepter que c'est quand même un vrai sport. Je verrai après avoir regardé. En tout cas, c'est dispo sur Netflix. Moi, il m'a énervé à un moment, Rafael Nadal. Je me disais, au fait, ça sert plus à rien de regarder Roland Garros, quoi. Je voyais des amis qui étaient là, genre, il a une 12e victoire, Roland Garros. 12 C'est entre lui et Federer à chaque fois. Ouais. Exactement. C'est comme Lance Armstrong au Tour de France. Tu fais encore Oui. Vraiment. Alors, on a eu la réponse, là. Oui, lui, on sait pourquoi. Pour terminer, je l'avais teasé tout à l'heure, un film surprise qui arrive sur Disney+, et qui a la particularité de sortir en salle pendant 2 jours, le 28-29, et ensuite d'être mis en ligne sur Disney+. Donc d'habitude, ça arrive plutôt sur Arte, ce genre de choses. C'était arrivé aussi avec Inoxtag et Kaizen, mais mis en ligne sur YouTube. Là, c'est sur Disney+, donc c'est assez nouveau. Et c'est un film qui s'appelle Who, donc W-H-O, c'est un film d'un monsieur qui s'appelle Will M. Moi, j'avoue que je ne connais pas ce monsieur, qui est visiblement un immense youtubeur français. Ça vous montre à quel point je suis une vieille personne, qui a fait des millions de vues, notamment. Voilà, il a beaucoup de courts-métrages et de vidéos YouTube qui sont très narratifs cinématographiquement. Faut regarder tous les détails, tous les indices. Et il y a à chaque fois un espèce de twist final. Il avait disparu du circuit YouTube, du YouTube Game depuis quelques années. Et c'était en fait pour se concentrer sur son premier long-métrage autoproduit, qui est une sorte de variation un peu à la Pulp Fiction, puisqu'on suit 9 criminels réunis autour d'une table, et l'un d'eux est un traître, et c'est seulement à la fin du film, après plein de faux semblants et de fausses pistes, qu'on comprendra que la personne coupable n'est pas toujours celle qu'on regarde. Réservoir Dogs. Réservoir Dogs, exactement. Suspect, non ? Je suspect. Donc ça s'appelle Who, sorti vraiment de nulle part par Disney. C'était même pas dans les line-up de début de mois. Ils ont fait un communiqué il y a quelques jours. Et donc je suis, moi, qui ne connais pas ce monsieur, très curieux de voir ce que ça peut donner. Bah oui. Pour terminer en vrac, très rapidement, je vous dis que sur Netflix cette semaine, vous avez la saison 2 de Meurtre mode d'emploi, dans lequel il y a Emma Myers qui jouait Enid Sinclair dans Mercredi. Voilà, si vous regardez Mercredi, ça vous parlera. Et vous avez la saison 2 la saison 2 des 4 saisons, ça fait 8 saisons finalement. La série de Tina Fey. Sur Disney+, la saison 2 de Daily Boys, la saison 5 qui est déjà renouvelée pour une 6 de About Elementary. Oui, ça c'est oui. La mise en ligne de La Guerre des Roses, que personne n'est allé voir, la nouvelle version avec Benedict Cumberbatch et Olivia Colman. Et le dernier épisode de The Testaments, saison 1, série renouvelée pour une saison 2. On rappelle que c'est dans l'univers de Handmaid's Tale. Et pour terminer sur HBO Max, ça fait plaisir, saison 9 de Rick et Morty. Voilà, ça, mine de rien, c'est une histoire qui dure, et pas mal de finales, de finaux, je ne sais pas comment on dit. Le final de Axe, la série emmenée par Jean Smart et Anna Einbinder, qui cartonne aux Emmy Awards depuis toutes ces saisons. C'est exceptionnel. Ils ont tout pris. Il y a le final de la mini-série Halfman, et il y a normalement le final de Euphoria, à moins que Sam Levinson nous sorte des épisodes surprises. Merci Johan, ce sera tout donc aujourd'hui pour les sorties. Je vous propose d'enchaîner directement avec l'interview originale de notre invité. Corentin, je te rappelle le concept, tu as 10 questions en moins de 5 minutes pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Oui. On est parti. Quel est ton premier souvenir de plateforme ? Alors comme on est cinéphile ici, c'était The Ridiculous Six sur Netflix. Un des premiers originals de Netflix, par curiosité, j'ai regardé ça. Est-ce que ta conso cinéma a changé depuis l'arrivée des plateformes ? J'y vais toujours une fois par semaine en moyenne, mais ça a baissé un peu, mais plus par un truc de, tu sais, dans la vraie vie, il y a moins de temps là, qu'est-ce qui se passe ? Et puis je vieillis, qu'est-ce qui se passe ? Plus pour ça qu'à cause des plateformes, je vous dirais. Est-ce que tu regardes tes contenus sur ton téléphone ? Oui, je fais partie de ces gens. Ça m'arrive. Et en x2 ? Non, ça va trop vite. Mais 1,25, pas mal. Mon ratio. Non, mais je précise quand même pour le téléphone, je mets surtout les docus, parce que ça s'écoute pas mal, et les séries sans aucune valeur ajoutée visuelle.
type, je sais pas, The Gilded Age sur HBO, série un peu de grand-mère comme ça, série d'époque et tout ça. Marshalls, le nouveau spin-off de Yellowstone, pas dingo quand même. Ça, voilà, tu peux faire un peu autre chose, donc téléphone. Voilà. C'est quoi ton binge award, genre le pire tunnel de visionnage non-stop ou l'heure la plus tardive à laquelle tu t'es couché? Alors, bizarrement, il m'est plus arrivé de faire ça avec des films pas de plateforme, genre d'enchaîner les films dans la journée comme un abruti. Mais en série, récemment en tout cas, j'ai regardé les 6 saisons de Justified en une dizaine de jours. Ça doit être 13 fois 45 épisodes x 6. Ça fait beaucoup d'heures de... Ça fait beaucoup trop. Mais c'est très bien, c'est sur Disney+. Est-ce que tu regardes ta watchlist? Non, comme tout le monde, c'est un fichier que je ne consulte pas et dans lequel je rajoute des trucs. D'ailleurs, est-ce que tu serais capable de nous citer un truc qui est dans une de tes watchlists et que tu sais que tu regarderas jamais? Oui, alors ce serait des trucs que j'ai commencé et que je sais que je finirai jamais, genre Ballers avec Dwayne Johnson sur HBO, ça c'est sûr que non. Preacher aussi, des vieux trucs, mais je sais que c'est sur ma liste depuis 10 ans, donc probablement que je finirai jamais. Est-ce que les recos des algos, elles sont pertinentes pour toi? Alors, ça va être insupportable comme réponse, mais je dirais que, en fait, comme je regarde beaucoup de choses très différentes, en fait, je suis pas privé de grand chose par les plateformes qui me montrent un peu de tout. Ils me montrent du teen movie, ils me montrent de l'horreur, ils me montrent de la comédie romantique, ils me montrent un peu de tout. Le seul truc qu'il a compris que je regardais pas, parce que je regarde pas, c'est les animés, du coup, il m'en propose pas. Mais alors vraiment, en termes de live action, j'ai pas l'impression qu'il me cache des trucs trop. Est-ce que les films de plateforme devraient recevoir un Oscar ou un César? Bonne question. C'est une vaste question surtout. Je dirais quand même que... Moi je dirais que à partir du moment où on a des cérémonies pour les séries, qu'on a des cérémonies pour les films, c'est pas dingo d'imaginer une cérémonie pour le streaming. Après, quand je vois aussi la qualité récente de ce que j'ai vu, je sais pas si on aurait tous les ans de quoi remplir honnêtement des cérémonies de prix, parce que les grands réals qui venaient sur les plateformes, c'est en déclin, donc à voir un peu. Et enfin, si t'étais une plateforme, tu serais laquelle? Celle que je regarde le plus, je dirais, donc je dirais HBO Max. Après, je regarde beaucoup Paramount Plus aussi, mais HBO Max. Merci beaucoup Corentin, c'était Original saison 2 épisode 38. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous Corentin aujourd'hui. J'ai une devinette. Il fait la rubrique nécro de Allociné depuis Cherbourg. C'est Cotentin Palanchini. Ça peut pas être le mot de la fin, Menro. Non, t'inquiète pas. Merci en tout cas Corentin, je rappelle chef de rubrique chez Allociné. Tu étais notre invité aujourd'hui, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir de faire partie des 3 mousquetaires pour un petit podcast. On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Merci les copains, ouais. On remercie Magic Andou au montage. Des bisous. Et on se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, de séries, doc ou animés et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Don't go breaking my heart.